bonjour. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire. On est ravis de vous retrouver. On est toute une communauté maintenant. Alors là, on est en direct, en live pour ceux qui viennent de se connecter. Et ceux qui viennent de se connecter, vous allez pouvoir poser des questions en direct et avoir les réponses en direct de nos invités. Nous avons 3 invités aujourd'hui. Une fois par mois à peu près, on essaie de faire des visios avec des témoignages en live d'ingénieurs freelance dans des métiers très différents, avec des expertises et des contextes différents. Aujourd'hui, on a Nicolas, Paul et Richard qui se sont prêtés au jeu et qui sont avec nous. Vous pouvez dire bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. La prochaine slide, ils vont pouvoir se présenter. On a prévu, nous, différents thèmes qu'on souhaite aborder avec eux, qui sont les questions que vous posez en général, hein, autour des statuts, du TJM, de comment trouver des missions, etc. Et si vous avez des questions spécifiques, vous les posez dans la conversation. Il y a Maëlys que vous ne voyez pas, mais qui est à côté de moi, qui va les lire et qui nous interrompra. Et voilà, et c'est parti. Première slide, du coup. La première slide, première question que j'ai, c'est depuis combien de temps vous êtes freelance ? Et dans quel métier? Alors, on va commencer par toi, Nicolas, parce que les deux autres, je les connais bien. Nicolas, on n'a pas eu encore l'occasion de dialoguer ensemble. Tu es freelance dans quel métier? Ça marche. Bonjour à tous déjà. Alors, je suis en freelance dans le domaine de tout ce qui est préparation d'arrêts industriels, donc en métallurgie, dans le domaine de la pétrochimie, pour être assez précis. Donc j'ai 2 volets d'activité, un volet où je fais de l'assistance technique, pure de l'ingénierie, et un autre volet où je fais de la formation à ces métiers-là. Donc dans le volet formation, je travaille soit pour des entreprises où je fais de la formation en direct, soit pour des centres de formation, pour des ingénieurs ou des licences professionnelles, un volet comme ça, quoi. Sur la chaudronnerie, des choses comme ça, c'est ce type de sujet. Exactement, tuyauterie, chaudronnerie, métallurgie. Voilà. Donc voilà. Tu es freelance depuis combien de temps? Ça fait 1 an maintenant. Ça fait 1 an. Ça fait, Super. je fête mon anniversaire dans quelques semaines. Ok, super. Paul? Bonjour, moi ça fait un peu plus d'1 an et demi maintenant que je suis freelance, mais j'ai commencé mon activité un petit peu en avance de phase, j'ai eu un cas un peu particulier, et je suis dans le conseil informatique et aujourd'hui plus spécialement en cybersécurité, vu que ça fait partie des choses qui me tiennent à cœur et qui sont porteuses aujourd'hui. Très bien. Tu es freelance depuis combien de temps, du coup, tu as dit? Depuis 1 an et demi, donc depuis août 2021. Ça marche. Et toi, Richard? Bonjour, moi je suis aujourd'hui freelance depuis 1 an et demi. Je suis dans le domaine de tout ce qui est export control, management de projets industriels et à l'international. Et donc, ça fait, voilà. Donc je m'occupe auprès des clients pour apporter des réponses sur des problématiques liées à l'export control et à l'externalisation à l'international de ces sujets-là. Et tu es freelance depuis combien de temps? 1 an et demi à peu près. Très bien. Donc, à peu près en termes de seniorité sur le freelancing, vous êtes à peu près sur des cas similaires. Par contre, en termes de métier, alors c'est super intéressant, vous êtes sur des sujets complètement différents, mais aussi en termes de seniorité sur votre métier, vous avez combien d'années d'expérience chacun, Nicolas? Tout cumulé, on va dire 10 ans. 10 ans. Toi, Paul? Je compte plus. Non, ça fait bien 15 ans, un peu plus peut-être. Ok. Mais j'ai commencé très tôt la cybersécurité, vu que je l'ai commencé au lycée même. Ah, qu'il y ait des choses au lycée, ça marche. Mon fils aussi, il a 17 ans, il a commencé, je crois, la cybersécurité. Richard, tu as combien de seniorité professionnelle? Moi, je suis senior à l'état pur, j'ai 37 ans d'industrie. Donc, à l'international, à des différentes structures, grands groupes, petits groupes, moyens groupes. Voilà, donc, voilà, j'ai ce background de 37 ans de travail dans l'industrie. Okay. Donc, 17 à l'international, avec une forte activité à l'international. C'est un point que je voulais souligner, hein, c'est que être freelance, il faut avoir une expertise à présenter, il faut avoir quand même une seniorité sur son métier, et c'est votre cas à tous les 3. On va attaquer la deuxième slide, on va rentrer dans le dur du sujet. Donc, il y a 1 an et demi, vous avez chacun choisi un statut pour être freelance. Il y a plusieurs possibilités, on peut créer sa société, on peut être en micro, il y a différents types de sociétés qu'on peut créer, on peut aussi passer par du portage salarial. Alors, on va commencer par toi, Paul, quel statut as-tu choisi ? Pourquoi tu as choisi ce statut? Est-ce que tu as déjà changé? Est-ce que tu envisages d'évoluer sur ton statut également? Donc, moi, j'ai choisi le statut de URL parce qu'en fait, même si j'avais mes droits au chômage, j'ai préféré ne pas vivre avec le chômage et
conserver un train de vie un peu plus élevé. J'avais des dépenses privées pour la rénovation de mon appartement qui devaient arriver. Donc, pour pouvoir me verser un salaire rapidement, j'ai préféré opter pour le statut de URL. Aujourd'hui, le statut me convient tout à fait et je pense que je vais le conserver pour le moment. Et tu as pris Pôle emploi avec l'ARS, c'est ça, le paiement en 3 fois? Exactement. Du coup, c'est en 2 fois. La En 2 première fois, fois à la pardon. création de l'entreprise et la deuxième fois 6 mois après pour vérifier que l'entreprise est toujours vivante et toujours active. C'est assez facile à faire, ce process, ou ça a été une galère innommable? Alors, c'est plus facile que ce que moi j'ai eu à faire. Pour ma part, j'ai eu un mauvais conseil auprès de mon conseiller Pôle emploi qui m'a dit en fait que je devais fournir des papiers qu'un certain temps après. Ces papiers n'étaient pas nécessaires en fait, donc j'aurais juste dû, après l'inscription, dire que je voulais souscrire à l'ARS et on remplit un formulaire et ensuite ça roule. On reçoit le premier paiement, 6 mois après, on reprend rendez-vous, on remplit une autre partie du formulaire et c'est fini. La première fois, j'ai dû faire un entretien physique, donc me présenter sur place. La deuxième fois, on m'a dit que ce serait nécessaire également. Là, ça ne l'a pas été. J'ai juste envoyé les documents, on m'a confirmé que c'était bon. Donc, tu as éclusé tes droits Pôle emploi et du coup, maintenant, aujourd'hui, tu n'en as plus. Alors, on a éclusé 45% de ses droits. Le reste est toujours là. Par contre, je ne peux pas y toucher tant que je n'ai pas repris une activité salariée qui réouvre mes droits au chômage. Très bien, très bien. Merci pour cette clarification, parce que c'est une question qu'on nous pose souvent. Merci beaucoup. Et l'URL, effectivement, c'est un statut qui optimise la rémunération. Donc, tu as fait effectivement, je pense, le bon choix par rapport à ça. Nicolas, quel statut as-tu choisi et est-ce que tu as changé depuis? Ou est-ce que tu Alors, envisages moi, de je me suis changer? mis. Ouais, j'ai envisagé. Je vais faire l'historique vite fait. Je me suis lancé moi en auto-entrepreneur pour plusieurs raisons. Première raison, c'était pour des facilités administratives. Deuxième raison, j'avais quitté mon ancien emploi par une rupture conventionnelle, donc j'avais effectivement mes droits au chômage. Et ça m'a ouvert du coup également mes droits pour l'ARS et pour l'ACRE. Alors j'inverse tout le temps les deux. L'ARS, je crois, c'est ce dont on parlait à l'instant, c'est-à-dire que j'ai pu débloquer effectivement sur le même principe 45% pardon, de mes droits au chômage en 2 fois. Et l'ARS, en tant qu'auto-entrepreneur, j'avais mes charges en prestation de service qui étaient divisées par 2 pour la première année d'activité. Voilà, c'est l'ACRE, ça. Oui, c'est C'est ça. l'ACRE, ça. J'avais ces 2 éléments-là et j'ai Donc, pu tu as pu bénéficier en cumuler même temps. micro-entreprise et Oui, chômage sans trop de difficultés. Parce que des fois, on dit que c'est un peu compliqué au niveau non, de ce statut. non, ça s'est très bien fait. Ok. J'ai même pas eu besoin de faire entretien physique en fait, tout s'est fait par mail et j'ai eu les versements très rapidement. Enfin, j'ai vraiment pas eu de soucis là-dessus, bizarrement. Et en complément, j'ai eu le droit aussi, ce qui m'a fait opter pour ce choix-là, à l'impôt libératoire sur le revenu. C'est-à-dire qu'en gros, tous les mois, je paye en même temps que mes charges auprès de l'URSSAF 2% du montant de mon chiffre d'affaires à titre d'impôt sur le revenu et ça m'exonère d'un impôt qui serait calculé selon les tranches habituelles. Waouh. Donc, en gros, ça me fait passer de. Alors, j'ai pas les chiffres exacts, mais en gros, je paye 13% tous les mois la première année sur le chiffre d'affaires en Voilà. n'ayant pas de locaux, etc. Donc, c'était assez. Le calcul était. Enfin, j'ai fait plusieurs simulations et le calcul s'est avéré assez rentable. C'était intéressant. Par contre, l'ACRE, c'est valable 2 ans, je crois, un truc comme ça. Il faut que je me remette dedans, je suis pas très bon dans Oui. ces domaines. Je me suis très intéressé au début, un peu moins. Ouais. J'ai pas pris le temps de m'y remettre. Du coup, est-ce que tu envisages de changer de statut ou est-ce que tu as déjà Et changé de donc là, statut? je passe dans ma deuxième année, et là, pour des raisons, tout simplement, en fait, je dépasse le chiffre d'affaires. Donc, je vais passer en société, là, fin 2023, normalement, en EURL, la première. Très bien. Pareil, pour pouvoir te rémunérer. Pourquoi tu as choisi Exactement, l'URL ouais. pour la rémunération directe? Ouais, directement. Et après, j'étais parti dans l'idée, quand je m'étais lancé, d'essayer d'optimiser au maximum le revenu que je pouvais en dégager. Et c'est l'option qui m'a paru la plus, enfin, voilà, cocher cette case de façon la plus claire, quoi. Très bien. Et toi, Richard, toi, tu as un autre Moi, statut, je crois. j'ai fait un peu comme tout le monde, hein. Avant de se lancer dans le statut, on regarde un peu le besoin que l'on a en interne, on regarde un peu les projets que l'on a, parce qu'en fait, tout part de là, hein. C'est ce que je veux dire, on est 3, on a tous des projets différents. Et moi, j'ai pris le statut de la SASU. Donc, dès le départ, hein, c'est celui qui correspondait à mes exigences et à mon besoin. Donc, par rapport à la SASU, il y a effectivement cet aspect, on va dire, gestion des frais que l'on peut défiscaliser potentiellement. Il y a aussi cette notion de paye avec un statut social associé à ça. Moi, je suis Pôle emploi, donc je m'inscris dans l'ACRE,
C'est-à-dire, je suis, en même temps que je me rémunère, j'ai aussi une partie d'allocation chômage associée. Et en fait, ça vient en décompte donc, de tout ce que je me paye des nombres de jours restants. Voilà. Pour faire simple, moi, en tant que senior, j'ai 36 mois de Pôle emploi à la base. Je vais aujourd'hui arriver avec ce que je suis en train de mettre en œuvre, pas loin de 48 et 56 mois de Pôle emploi avec le complément. Voilà. C'est ce qu'on appelle le poussé glissé. Tu alternes en fait une rémunération sous forme de bulletin de paye en tant que mandataire de ta SASU avec des mois où tu te rémunères via Pôle emploi. Alors, tu alternes les deux pour prolonger ton Pôle emploi, c'est ça? Voilà, je combine les deux. En fait, je n'alterne pas, je combine. C'est-à-dire que c'est rentré et moi, avec mon conseiller Pôle emploi, c'est quelque chose qui s'est mis en place très facilement, sans aucune difficulté. Il y a juste une petite gymnastique documentaire à gérer au tout départ et en suivant, mais c'est très facile, hein, je veux dire, ça ne m'a pas non plus beaucoup de difficultés. Et Pôle emploi, là-dessus, ils sont très, très accompagnants et ils sont assez efficaces. Donc voilà, donc du coup, tous les mois, j'actualise, je dirais, ce que je me paye et ce que je fais, et ce qui fait que ça rentre en compte, et en fait, j'ai les compléments des deux. Pour être honnête, quand on combine les deux, on gagne plus d'argent que si on reste que pour l'emploi et qu'on garde sa trésorerie. Voilà, c'est simple. C'est-à-dire que l'approche SASU paiement en combinaison des ARE permet d'augmenter son revenu. Voilà. J'avais discuté avec mon conseiller qui me disait on incite les gens à se payer, parce qu'en fait, le fait de se payer au-delà de la protection sociale du jour décalé, c'est vous gagnez aussi plus d'argent. Voilà. Oui, sinon, il faut payer beaucoup d'impôts. Sinon, la société, elle a énormément de bénéfices, elle doit payer beaucoup d'impôts. Voilà. Après, voilà, on reviendra sur l'aspect trésorerie pour voir qu'est-ce qu'on en fait. Mais effectivement, moi, je suis rentré là-dedans pour une raison très simple. C'est que l'objectif, c'est que je voulais continuer à valider des points de retraite et des trimestres, pour faire simple, tout en maintenant, je dirais, un confort de vie financier que je possédais par rapport à mon expérience passée. Très bien. Voilà. Très bien, donc c'est important de le dire toujours sur les statuts. Vous avez fait des choix différents et c'était en fonction de votre contexte, d'où vous veniez, de ce que vous vouliez construire et de la protection dont vous aviez besoin. Je vais prendre mon exemple. J'ai été licenciée, moi, en décembre 2019. J'ai créé ma société, j'ai été à Pôle emploi, du coup, et j'ai créé ma société en février 2020 et j'ai choisi la SASU. Et j'ai fait un petit peu pareil que toi, Richard, avec l'alternance Pôle emploi et rémunération. Et j'ai choisi ça parce que moi, j'avais besoin d'une très forte protection sociale en tant que mère de famille, voilà, avec des potentiels besoins, puis non, je n'ai pas non plus 20 ans, des potentiels besoins de mutuelles, de prévoyance assez élevés également en protection sociale. Merci à vous trois pour ça. On continue. Question suivante. La deuxième question la plus posée par les gens qui sont là. Vous pouvez poser les questions dans la conversation, n'hésitez pas. Comment est-ce que vous trouvez vos missions et qu'est-ce que vous faites quand vous êtes en intermission? Est-ce que c'est galère? Est-ce que vous avez déjà eu de l'intermission? Est-ce que les missions se succèdent? Quel réseau vous avez créé pour vous trouver des missions? Qui veut parler en premier? Un volontaire? Allez, Paul, vas-y. Oui, pour ma part, je suis dans une situation confortable qui est que dans mon domaine d'activité, il y a énormément de demandes. Du coup, je n'ai pas beaucoup à me bouger pour trouver des missions. Les missions viennent plutôt à moi. Après, un élément important qui a joué dans ça, ça a été justement la construction du réseau, comme tu l'évoquais très bien, Anouk. Notamment, justement, le fait qu'on soit resté en contact après avoir été collègues il y a quelques années. Voilà, donc ça a été un réseau travaillé sur LinkedIn, notamment en particulier, et maintenu dans le temps. Et surtout, pour moi, ça a été un comportement qui amène les gens à vouloir continuer de travailler avec moi. Et pour ça, voilà, je ne le dirai jamais assez, c'est très important d'être facile à travailler avec, donc d'être un facilitateur au sein des projets dans lesquels on est, et pas d'être la personne qui va être un peu casse-pied ou qui va rechigner à faire ce qu'on lui demande. Voilà. En étant facilitateur, on a un retour sur cet investissement par justement notre expérience qui se cumule dans le temps. Donc, on rencontre de plus en plus de personnes qui ensuite vont nous permettre d'aller trouver des missions facilement, qui vont nous recommander aussi, et ça c'est très important, la recommandation de notre réseau, c'est très très important. C'est comme ça que j'ai trouvé ma première mission, c'est aussi comme ça que je suis sur ma mission actuelle, mais
Après, le marché étant ce qu'il est, j'ai aussi énormément de sollicitations de part des sociétés ou des individus que je ne connais pas, qui n'ont pas de lien direct avec mon réseau, mais on est quand même sollicité. Donc, en se mettant en visibilité sur LinkedIn, quand on est dans un métier porteur, ça aide énormément. Donc, ton réseau, c'est d'anciens collègues, ça je le sais, c'est des freelances aussi. C'est des freelances, c'est des anciens collègues en ESN, C'est moi. voilà, il y en a J'ai été d'autres. sa chef. J'ai été sa chef quelques Mais mois oui. dans une autre vie. Ouais. Mm. C'est excellent. On a une question pour toi. On a 2 questions. Combien de temps consacrez-vous aux tâches administratives relatives du coup à Ah. votre statut? On va en parler un peu plus loin. Et sinon, on a comment vous y êtes pris pour développer votre réseau? Ah, alors par la partie réseau. La partie administrative, on y reviendra tout à l'heure. Alors, pour développer mon réseau, c'est simple, hein, c'est quand il y a des collègues avec qui j'ai envie de travailler et de retravailler par la suite, je les ajoute à mon réseau. Les autres, non. Donc déjà, ça permet d'avoir un réseau de qualité sur lequel on peut s'appuyer, dans lequel on a confiance. Et ensuite, c'est une question d'ascenseur qu'on se renvoie. Une personne en commun, François, qu'on connaît très bien avec Anouk, m'a permis de rentrer en mission chez Airbus Defence and Space en tant que freelance. Et aujourd'hui, voilà, je sais qu'il a été à l'écoute du marché. Du coup, je lui dis, voilà, n'hésite pas, s'il y a moyen de te mettre en contact avec des personnes, je le fais volontiers parce que justement, je reçois des offres auxquelles je ne peux pas répondre et je sais que François est quelqu'un que je peux très facilement recommander. Donc voilà, retour d'ascenseur, n'hésitez pas à aider les gens et soyez facile à vivre. C'est vraiment comme ça qu'on cultive un bon réseau. Et il ne faut pas avoir de casserole non plus, hein, parce qu'en fait, on se rend compte que plein d'entreprises par lesquelles on est passé, l'entreprise où on s'est croisé, je crois que j'y suis restée 7 mois, moi, et je suis partie sans casserole, et toi aussi, je suis partie en bon terme, et finalement, notre chemin professionnel se recroise, et puis c'est une source de mission. Nicolas, comment toi, tu trouves tes missions? Merci, Paul. Nicolas, comment toi, tu trouves tes missions? Mon premier visier, entre guillemets, ça a été mes anciens employeurs. Donc, mes 2 premiers clients, ça a été mes 2 derniers employeurs. Donc, en gros, c'est comme ça que j'avais... le pied à l'étrier. Ouais, complètement. C'est que, en gros, j'ai eu 6 mois de boulot dès que j'ai commencé, quoi. Et la suite? Par la suite, j'ai eu une partie où j'ai fait un peu de démarchage, alors plus pour la partie formation. En gros, la partie assistance technique, c'est 2 marchés un peu différents. Oui. La partie assistance technique, j'ai un réseau un peu informel de par les chantiers que j'ai fait, les prestations que j'ai fait, etc. Et donc, on sait ce que je sais faire. Et en général, dès que ça s'est su un peu sans que je le dise que j'étais à mon compte, c'est venu en fait. J'ai pas besoin de démarcher, etc. Pour la partie formation, j'étais moins implanté, enfin moins connu tout du moins. Donc là, j'ai dû cibler, j'ai fait un peu de prospection directe par mail avec un gros recherche au niveau des contacts. J'avais mis dans les choses, j'avais noté pour la partie finale, choses à éviter ou à faire, mais un gros travail pour cibler les bons interlocuteurs dans les structures, on va dire ça comme ça. Faut pas perdre son temps. Ouais, puis surtout m'adresser aux personnes qui avaient le levier de dire oui ou non, quoi. Parce que j'ai fait l'erreur un peu au début et effectivement, il y a des gens qui étaient super contents, mais comme c'est pas eux qui payent, ça n'a pas trop d'impact, entre guillemets. Donc non, j'ai eu ce gros côté-là et là, j'essaie de développer moi la partie formation. Donc je commençais à être actif un peu plus sur LinkedIn. Et après, j'ai une grosse partie réseau un peu officieux, type ancien directeur d'études qui a parlé à un autre gars dans une autre structure d'études, etc. Enfin, beaucoup fait par réseau, quoi. Réseau études et réseau pro. Ouais, c'est exactement ça. Donc, comme Paul, c'est votre réputation aussi, votre bonne réputation, votre personnalité aussi, votre compétences qui sont reconnues. D'accord. Et je rejoins complètement la partie facile à vivre. À 200%. Je sais que moi, là où je vais, on prend un peu, pas qu'on met l'ambiance, mais que ça soit agréable de travailler ensemble, quoi. Et ça reste à la fin de l'émission et c'est hyper important. Il ne faut pas être hautain ou donneur de leçons et dans le jugement. Non, faut pas que les gens, quand on arrive, la première fois, faut apprendre à se connaître des fois, mais la fois d'après, ils sont heureux que ça soit nous, quoi. C'est là. Non, je rejoins complètement ça. Ok. Et toi, Richard, comment tu trouves tes missions? Oui. Je pense que le son est bon là, c'est bon. J'ai eu quelques soucis. Oui, je pense que, un peu comme Paul et comme Nicolas, en fait, il y a le réseau professionnel passé. En gros, c'est notre passif. En gros, on
moi je suis parti en bon terme avec mon ancienne société, on m'a proposé des contrats avec mon ancienne société, le PDG de l'ancienne société qui me recommande, ainsi de suite. Donc voilà, donc c'est une chaîne, effectivement, une dynamique. Je rejoins totalement à ce que dit Nicolas et Paul, c'est la positivité de la personne et le bien-être de la personne quand on est dans l'environnement. C'est-à-dire qu'il faut que les gens, lorsqu'on rentre, et ça c'est un peu, on reverra ça dans la posture, c'est ils soient contents que l'on soit là, même si on apporte quelque chose, même si on est freelance. Voilà, il ne faut pas qu'il n'y ait pas de prise de tête, il n'y a pas de difficulté, il faut vraiment qu'on se noie dans le système et que ça soit très agréable et que ça soit très, très, très dynamique et très positif. Voilà. Il faut vraiment dégager ça au niveau des missions. Et de là, les missions, les unes aux autres, ça se propose, s'enchaîne. En ce qui me concerne, moi, je n'ai jamais eu d'intermission, pour être clair. Hein. J'ai même démarré avant même que je sois sur le système, et tu le sais très bien, nous. J'avais même démarré avant même d'être licencié des propositions. Donc, c'est comme ça, c'est l'expertise, c'est le réseau, et puis ça se met tout seul. Et puis, petit à petit, le client propose des missions, et d'autres missions, et d'autres missions, parce que si on a ce profil-là, il n'a pas mis de temps séparé, tout bêtement. Et il trouve toujours moyen de positionner des sujets qu'il n'avait pas vus ou des sujets qu'il aimerait bien voir. Et ça, la dynamique, elle se passe comme ça. Et le réseau LinkedIn, voilà. Moi, je suis comme Paul, c'est-à-dire que je n'accepte pas tout le monde parce que Dieu sait qu'il y a beaucoup de gens curieux. Je cible. Il y a des gens que je vais dire oui, il y a des gens que je vais dire non. Il y a beaucoup de curieux, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, il faut plutôt cibler ceux qui peuvent être un complément ou un allié dans une mission. Et comme je dis toujours, on n'est pas en compétition avec un autre freelance, on est partenaire pour s'entraider. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important que les gens ont tendance à oublier. C'est je ne suis pas en compétition avec qui que ce soit sur le même métier que moi. On est des collaborateurs ou on est des équipes pour aller attaquer des marchés. Puis si j'ai un marché que je ne peux pas prendre, je le donne. Et si quelqu'un n'a pas un marché, il va me le donner. C'est vraiment une vision comme ça. Et pas dire, attends, lui, il a eu sa mission, mais moi, je ne l'ai pas. Et pourquoi Non, ça n'a pas de sens. Donc, ma conclusion de vous trois, vous êtes tous les trois d'accord. Déjà, LinkedIn, un bon profil, ne pas traîner de casserole, parce que finalement, vos anciens chefs, vos anciens directeurs, vos anciens collègues sont vos prescripteurs et peuvent vous proposer des missions, et avoir aussi un réseau de freelance, d'autres freelances à qui on peut s'échanger des missions. C'est ça un petit peu les trois conclusions. On a un webinaire qui est sur notre chaîne YouTube, qui est de Karim Belhamri, qui est un mentor pour freelance et qui parle réseau, et qui vous explique, qui vous donne sa recette en 7 points pour construire votre réseau. Je vous invite à aller le regarder. Et question suivante du coup, parce que vous avez déjà commencé à parler de la posture, on va en parler tout à l'heure, mais justement c'est le sujet de la question suivante, vous avez commencé à en parler, la posture du freelance et votre positionnement vis-à-vis des équipes clients. Alors j'ai mis ce sujet parce que des personnes qui s'installent freelance, nous des fois, on trouve des missions pour les freelances, parce que nos clients nous demandent des gens pour de la prestation. Et on accompagne à installer freelance, ça c'est notre métier, un réseau.tech, on a un cabinet de recrutement et une agence de freelancing. Et parfois, on a eu des freelances, qu'on n'a pas besoin de recadrer, mais qu'on a dû coacher dans les premiers débuts parce que leur posture n'était pas la bonne. Ils étaient en fait avant des salariés et là, ils arrivaient dans le monde du freelancing ou dans le monde du consulting et ils avaient une posture qui était à ajuster. Alors, quel est votre conseil pour les gens qui s'installent là-dessus? Qu'est-ce que vous faites aussi quand vous démarrez une mission? On va peut-être commencer, tu viens d'en parler juste, on va en reparler, Nicolas. Tiens, on commence par toi. Non, l'idée, en fait, je me mets dans l'idée, dans la même démarche, si moi j'étais employeur, la différence que j'attendrais entre quelqu'un que j'embauche et quelqu'un que je prends en direct, entre guillemets. Si je prends quelqu'un en direct, c'est que je suis prêt à payer peut-être un coût à court terme plus élevé, mais par contre, je veux un résultat efficace et j'ai pas spécialement le temps d'attendre. Donc, je suis plus dans une posture à me dire, si on fait appel à moi, c'est qu'ils n'ont pas forcément énormément de temps à m'accorder sur de la formation, sur des choses comme ça, mais que je dois être efficace et que je dois répondre à un besoin précis. Et donc, c'est à moi d'identifier le besoin et d'être vraiment proactif dans la démarche, quoi. Donc c'est vraiment dans cette idée-là dans laquelle j'y vais. Et après, vraiment avec une idée d'être, je vais pas dire peut-être plus proactif qu'un salarié, mais d'être force de proposition, d'être, limite être dans l'idée d'être presque en veille pour trouver la mission d'après avant qu'il le sache. Donc, plus dans cette démarche-là, moi. J'essaie vraiment d'être proactif, d'apporter des solutions. Quand je vais dans une formation, je propose de modifier les programmes, de rajouter des choses, de développer des modules. Vraiment d'être force de proposition et que limite ça leur enlève même limite une charge mentale sur la partie à laquelle je suis affecté. D'accord. Et toi, Paul, comment tu vois la posture du freelance et qu'est-ce que tu fais quand tu démarres une mission?
Alors, moi déjà, ça s'inscrit dans le nom de ma société. Gagnerad, c'est de l'ancien nordique qui signifie conseil judicieux. Et voilà, je fais du consulting, je donne du conseil à mes clients. Donc, c'est surtout ça que j'apporte. On me demande de faire des tâches, donc oui, ça, je réalise ce qu'on me demande de faire. Mais si j'en suis pas capable ou si il y a des choses qui font que je peux pas, ou je pense que c'est pas la bonne solution, je vais justement me positionner dans cette attitude de conseil et de bien cadrer les choses. Je veux cadrer mon activité et que le client soit conscient de qu'est-ce qu'il a et pourquoi est-ce qu'il le paye. Voilà. Et l'avantage que ça donne aussi, c'est qu'on parle d'égal à égal avec un client et de société à société. Et ça change beaucoup le rapport par rapport à quand on est dans une ESN où on a son directeur, chef de projet, commercial qui est derrière à nous pousser à faire des trucs qui ne sont pas dans l'intérêt du client. Moi, justement, j'ai cette éthique-là qui m'aide aujourd'hui de me mettre dans la posture d'aider le client. Si le client refuse mon aide, c'est pas grave, j'en aurai d'autres. Donc, tu rejoins voilà. Nicolas, en fait. Nicolas qui était là, qui dit Tout à ils ont fait. payé pour un service, efficacité, c'est à moi d'aller chercher les informations, d'être proactif et d'être également dans le conseil. Richard, tu veux ajouter quelque chose? Difficile de rajouter plus, hein. Je crois qu'ils ont déjà beaucoup dit. Donc, moi, je suis dans la même démarche, c'est-à-dire que je rejoins fortement Nicolas quand il dit un client, un chef de service, un chef de projet, peu importe. Moi, j'ai eu des prestataires dans mon ancienne fonction en tant que responsable. Donc, on demande effectivement une efficacité et une rapidité. On n'a pas de temps à passer parce que c'est un coût assez énorme. Et ce qu'on souhaite, nous, c'est, en tant que consultant, c'est d'apporter cette réponse. C'est-à-dire qu'ils ont une problématique. S'ils font appel à un consultant, c'est qu'ils ne savent pas la traiter, soit en interne, soit à très court terme, parce que c'est des problèmes de ressources ou d'expertise. Moi, dans mon cas, c'est plutôt des ressources d'expertise associées. Donc, par rapport à ça, il faut très rapidement proposer des forces de proposition, des améliorations continues. C'est montrer vers le client, et moi j'ai été, comme dit aussi Paul, en désaccord avec des clients. Mon client final, j'ai été en désaccord sur les débuts de la mission. J'ai même proposé un arrêt de la mission si ça ne lui allait pas, pour être clair, parce que l'objectif, c'est que le client comprenne qu'on n'est pas là pour faire du chiffre, on est là pour apporter des réponses techniques et des solutions. Et qu'on ne s'inscrit pas en disant, ouais, super, si je peux gagner 3 mois de plus, je serai content. Ce n'est pas le but. Il faut que. C'est vraiment très important. C'est vraiment très important que le client sente qu'on n'est pas là juste pour se dire on est accroché sur le bestiau et puis si on peut en manger un peu plus, on en mangera. C'est absolument pas ça la posture. La posture, c'est dire on a une mission, on va y arriver, on va tout faire pour y arriver et on va y arriver et on va changer la forme et l'approche. Moi, j'en ai discuté avec mon client au début. Il avait une vision, elle était complètement pas adaptée aux besoins, donc on s'est un peu réaligné. Il a accepté. Résultat des courses, ça s'est hyper bien passé et à la fin, on parlera de ça, il m'a augmenté mon TGM de 20% parce qu'il voulait surtout se dire comment je peux le garder, comment je veux le fiabiliser parce qu'il savait que peut-être. C'est vraiment, on est dans la même logique tous les trois, c'est-à-dire montrer qu'un consultant, un freelancing, c'est pas quelqu'un qui s'inscrit sur une durée, c'est pas un employé salarié, c'est pas quelqu'un qui attend, c'est quelqu'un qui propose, qui change et qui va apporter des réponses très rapidement et qui va améliorer des situations et préparer le coup d'après, comme dit Paul, parce qu'effectivement, souvent, le client n'a pas vu le coup d'après parce qu'il est dans son quotidien ou il est dans son domaine et que nous, avec cette vision d'expertise de hauteur, on peut lui préparer ce coup d'après en lui disant attention, mais là, il y a un sujet à voir très rapidement. Après, la mission, elle peut être pour nous, pour un autre, peu importe. Mais c'est aussi de lui montrer ce genre de limites. Je vais donner un exemple. Là, il n'y a pas longtemps, c'était une mission qui était effectuée par 5 personnes d'une même ESN. Et le donneur d'ordre a changé de société, changé de prestataire. Et donc, il y a eu un freelance que nous avons proposé, très senior. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est que il y a eu effectivement, un peu comme tu disais tout à l'heure, on a failli arrêter la mission parce qu'en fait, il a dû expliquer au client que ce pourquoi il a payé jusqu'à présent, c'était concrètement un peu les shadocks, les gens pompaient pour pomper. Il y avait 5 personnes et tout ça, ça moulinait, mais en fait, les sujets n'avançaient pas et les vraies problématiques n'avaient pas été adressées jusqu'à présent.
Et en plus, le client pensait qu'il faisait quelque chose et en fait, il faisait autre chose. Donc, l'ESN, son but, c'était de mettre du monde, de mettre pas forcément des gens très capés, mais c'était qu'il y en ait le plus possible. Et en fait, oui, on peut remplacer 5 personnes par 1,5 en réalité. Et l'activité maintenant, l'idée, c'était de requalifier l'activité pour que tout ça, ça amène de la valeur ajoutée. Et le freelance avait une excellente posture. Il disait, moi, mon but, c'est pas de faire de la mission pour faire de la mission. Moi, mon but, c'est d'amener de la valeur ajoutée au client final sur son problématique. Donc, ça rejoint ce que tu disais, Richard. Nicolas, est-ce que tu as eu à traiter un conflit avec un client ou... Alors, après, on dit le client, mais en réalité, il y a celui qui paye, hein, qui signe le contrat, mais il y a aussi tous les collègues, tous les gens qui travaillent dans cette société, les autres freelances, les autres prestataires. En réalité, c'est un être polymorphe. Est-ce que tu as eu des conflits ou tu as dû t'adapter pour gérer ces gens-là? Dans l'ensemble, non, ça s'est plutôt bien passé. J'avais plutôt tendance à avoir des conflits dans une posture dans laquelle j'étais salarié. C'est-à-dire que j'étais souvent en face avec pour clients lorsque j'étais salarié, pardon, sur des grosses structures, donc avec pas mal de chefs intermédiaires, et avec lesquels j'avais régulièrement des problèmes relationnels. Là maintenant, je rends service à des gens, ils me rémunèrent pour ça, ils sont contents du service que je leur rends, et je traite la plupart du temps en direct avec les gens qui payent ce service-là. Et du coup, c'est vraiment, je suis vraiment dans une posture bienveillante, et la relation avec les clients est beaucoup plus saine qu'auparavant, pour ma part en tout cas. J'ai eu pour l'instant, je touche du bois, ça arrivera peut-être un jour, mais j'ai pas eu de soucis pour l'instant. On va passer à la question suivante, parce qu'on est déjà arrivé à 30 minutes. Allez, on va parler sous. On va parler sous. Vous n'êtes pas obligé de donner votre TJM, mais la question, c'est autour du TJM, c'est comment vous l'avez fixé, est-ce que vous l'avez changé depuis, quelles sont les variables qui le font monter, descendre. Et puis, de manière globale, vous gagnez de l'argent, donc vous devez créer une trésorerie au niveau de votre société, parce que vous pouvez potentiellement, bien que vous en ayez, aucun de vous n'ait eu de l'intermission, vous pouvez avoir de l'intermission à gérer, devoir continuer à vivre, à vous rémunérer. Et est-ce que vous avez fait une certaine optimisation comptable de vos frais ou une optimisation fiscale? Voilà, on va parler sous. Qui veut parler en premier? Un volontaire? Allez, Richard, vas-y, Sinon, parle après, sous. pour les Nicolas, ils ont tout dit. Je fais du redish. Non, sérieusement, le TGM, pour moi, c'est un vaste sujet. Il n'y a pas de valeur par défaut. Je dirais que le TGM s'adapte à la personne. C'est-à-dire que chaque individu a ses charges internes, charges fixes, à ses projets, à un certain nombre, une prévision. Et le TGM doit répondre à cette exigence, qui est de dire quelles sont mes charges fixes, personnelles, quelles sont mes charges de société, quelles sont les marges que je veux, et à partir de ce principe-là, le chiffre va tomber. Moi, quand j'ai démarré en tant qu'expert et senior, j'étais sur un TGM, on va dire, relativement bas, en comparaison de ce qu'on pourrait imaginer. Mais ce TGM qui était relativement bas correspondait à cette somme-là, c'est-à-dire ce que je voulais, ce que j'avais besoin, ce que je voulais, et ainsi de suite. Par la suite, ce TGM, il a été augmenté de 20% par mon client. Moi, je n'ai même pas demandé, c'est lui qui est arrivé, qui m'a dit, voilà, on ne veut surtout pas qu'ils étaient conscients, mais ils ont augmenté mon TGM de 20%. Donc, ce qui fait que j'ai un TGM aujourd'hui qui répond amplement à ce que je veux, à ce que j'ai besoin et à ce que j'ai en tête. Donc ce sujet-là, comme je dis, il n'y a pas de valeur miracle. Il y a juste la valeur que l'on se donne pour arriver à l'équilibre de ce qu'on veut faire et ce que l'on a besoin, entre ce qui est obligatoire et ce qui est nécessaire. Donc, trésorerie, moi, je suis un petit peu dans l'optique de dire, il faut préparer le coup d'après, il faut avoir un minimum de trésorerie. Donc, il faut juste garder ce qui est nécessaire. Et par rapport à la trésorerie, je ne suis pas du style à me dire, tiens, cette année, j'ai fait un super chiffre, là, je vais me faire plaisir. Je gère des frais avec ma SASU, c'est normal, j'en ai une partie, qui sont le minima que je vais décider. Je fais beaucoup d'optimisation en termes comptables, donc j'ai, au travers de mes excédents de trésorerie, j'ai développé ce qu'on appellerait des comptes professionnels rémunérés. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une trésorerie avec un certain niveau d'argent qui ne sert à rien, donc j'ai vu mon partenaire banquier, je dis ben voilà, on a un grand volant de trésorerie libre, qu'est-ce qu'on fait? Donc on place ça en compte professionnel à terme, avec un taux à 3%. Donc ce qui me permet de rentrer ils ont des bien frais. augmenté les taux. Hein. Voilà. Ils ont bien augmenté. Donc, les comptes à terme, il y a un an, c'était 0,1% pour info. C'est ça. Aujourd'hui, pour un compte à terme à 3 mois, c'est à peu près 2%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 10 000 euros, un compte à terme peut vous ramener 3%. Bon, c'est du brut, soit. Un compte à terme à 18 mois, c'est à peu près du 3,5. Voilà, donc moi j'ai mis des comptes à terme séquencés pour dire, OK,
pas pour faire de l'argent, c'est de l'optimisation pour payer les frais. En gros, un compte à terme, il va me payer le frais du comptable ou il va me payer, je dirais, une partie diverse. Oui, ça va rapporter quelques Ça centaines va d'euros. rapporter, ça va me faire, sur ouais. l'année, ça va me rapporter 1200, 1500 euros, c'est-à-dire une partie, le comptable, pour faire simple. Voilà. Voilà. Après, l'aspect fiscal, moi je dis toujours, il ne faut pas confondre le comptable et le fiscaliste. Ce sont deux métiers différents, deux sujets différents. Voilà, donc l'aspect fiscal, moi je l'ai prévu, même si effectivement ils ont des conseils, et je dis toujours, attention, chaque métier est différent. La fiscalité, je l'ai faite un petit peu en parallèle sur des thèmes qui sont propres à moi. Donc j'ai plutôt prévu, moi, des plans par rapport à la société pour en termes de fiscalité sur des plans de formation, c'est-à-dire que j'ai planifié de la formation au travers de la société. Donc ça, effectivement, on a des retours, des avantages fiscaux par rapport à ça. Donc après, on ne pourra pas acheter, faire sur mon placement, mon petit placement, je dis juste une parenthèse, des placements financiers avec la société, des choses comme ça. Donc voilà. On est plus Une question que j'ai pour toi. Je sais que tu étais dans une néobanque au départ et que tu es parti pour une banque traditionnelle. Tu ne pouvais pas faire les comptes à terme en fait dans la néobanque, c'est ça? Alors, deux aspects, voilà, exactement. Les banques traditionnelles ont des capacités, des ouvertures beaucoup plus souples que les néobanques. Donc après, j'ai gardé les deux. Après, toujours pareil, c'est quand on arrive avec une trésorerie, la banque traditionnelle vous aspire sans aucun frais. Moi, aujourd'hui, ma néobanque, c'est le Crédit Mutuel, pour ne pas le nommer, je le paie pendant 2 ans, aucun frais. Voilà, c'est leur offre commerciale. Oui, ça se négocie. Oui. Voilà, ça se négocie. Les comptes à terme chez eux, ils sont pris en charge, un certain nombre de choses. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut un petit peu de laine pour arriver à passer les paliers. Surtout, le danger, quand on est freelance, c'est la deuxième année. Pourquoi? Et ça, tu connais très bien, Anouk, la première année, les impôts. c'est la plus belle année. On est aux anges, là, tout le monde, on se dit, mais qu'est-ce qu'on est riche. Et là, on envoie des posts sur LinkedIn à dire, mais faites tous freelancing, parce que c'est le meilleur. Parce qu'on fait du chiffre, on fait du chiffre, et ça fait que monter, ça fait que monter. La deuxième année, alors pour vous donner la une deuxième idée, année, la deuxième année, on comprend pourquoi on travaille. Parce qu'effectivement, le mois de mai, en fait, vous avez les impôts qui tombent. Voilà, et vous avez le double effet qui se coule, comme on dit. Vous avez les impôts qui tombent et vous devez commencer à payer également, provisionner les impôts de l'année suivante. Donc, la deuxième année, vous payez 2 fois vos impôts. 2 fois, exactement. Et voilà. ça, petit détail. C'est un petit sujet que j'ai remonté à mon comptable, que j'étais un peu… Vous aurez dû prévenir, hein, on est d'accord. Personne ne le dit. Personne ne le dit. Et là, on arrive, on voit un échéancier, puis un quart de l'année, puis après on nous dit, bien heureux, vous avez payé des impôts l'année prochaine parce que vous avez bien gagné votre vie, puis, et in fine, comme tu dis à nous, c'est 2 ans. Et ça, si on ne l'a pas appris ou on ne l'a pas su, et moi, c'est un peu le regret que j'ai, on dira à la fin, c'est dire, et ça, le comptable, il est un peu responsable, c'est dire, attention. Ils sont tous pareils. Vous ne versez pas la trésorerie, vous ne videz pas toute votre trésorerie pour vous faire plaisir parce que vous avez envie de faire plaisir et il y en a le droit, vu qu'on a travaillé. C'est anticiper le coup d'après, qui est l'année 2, parce que l'année 2, oui. C'est là où il y a le changement brutal et c'est là où si effectivement et en plus, le premier paiement, vous devez payer les impôts en une seule fois au mois de mai et payer quasiment en même temps le premier tiers de l'année suivante. Donc, vous payez 1,3 de vos impôts en un seul coup. Donc, si vous n'avez pas les reins solides en termes de trésorerie et que votre compte n'a pas l'argent, vous allez vous retrouver dans une situation très difficile. Voilà. Merci pour ça. Paul, TJM, trésorerie, mais surtout optimisation comptable et fiscale aussi, c'est un sujet intéressant. Alors, Est-ce que quelqu'un a fait des investissements autres que les comptes à terme? Alors justement, moi je découvre les comptes à terme, donc c'est intéressant, je note. Il y a un an, moi j'en ai fait un, c'était pas intéressant parce que 0,1%, je crois qu'on a gagné 8 € sur l'année pour une grosse somme investie. Mais cette année, ça devient très intéressant, 3% maintenant. C'est vrai que je suis dans une situation où j'ai vraiment beaucoup de chance. Je suis dans une position très confortable. J'ai une trésorerie qui est très importante aujourd'hui. Je viens de finir mon bilan là il y a 2 jours. Hein. Il m'a été envoyé il y a 2 jours. Donc au mois de mai, c'est la première impôt que tu payes. Exactement. Du coup, là, j'ai la douloureuse qui tombe. Voilà. Mais ça va, j'ai de la trésorerie, j'ai de la marge. Donc là-dessus, voilà, justement, et parce que mon comptable m'avait aussi conseillé d'en garder un petit peu, mais c'était aussi ma démarche. Ma démarche était, comme l'a dit Richard, de calquer. Alors moi, j'ai calqué ma rémunération sur mes besoins.
Et après, le reste, je l'ai laissé et je voulais savoir justement à combien ça montait. J'ai fait aussi un premier effectif d'1 an et demi qui m'a permis Ah, tu as fait un d'accumuler de la... exercice étendu. Tu as fait un exercice étendu pour le premier, Exactement, c'est vu ça? que j'ai Ah oui, ça, c'est le conseil constitué que la je donne société en août. systématiquement. Voilà. Voilà. Quand vous comptez créer votre société, vous n'êtes pas obligé de faire un exercice de 6 mois. Si par exemple, vous clôturez au 31 décembre, j'explique juste la partie technique. Vous pouvez, le premier exercice, c'est uniquement le premier, vous pouvez l'étendre. Moi, je l'ai même étendu beaucoup plus. J'ai créé la société en février et je n'ai pas clôturé au 31 décembre de cette année-là, mais au 31 décembre de l'année suivante. Vous n'allez pas payer moins d'impôts, simplement, ça va retarder cette fameuse échéance d'imposition. Ça va vous permettre peut-être de créer aussi plus de charges et en fait de mieux optimiser ce premier exercice. Premier exercice, faites-le toujours étendu, ça c'est un bon conseil. Mais je te redonne la parole, Paul. Exactement. Donc, l'exercice étendu m'a permis justement de cumuler plus de trésorerie, de me permettre de faire plus de charges. Moi, pour créer de la charge, j'ai acheté une voiture. Là, justement, en termes d'optimisation, l'objectif pour moi, c'est de me mettre en statut JEI. Parce que, en fait, Jeune entreprise innovante, c'est ça? Exactement. Dans mon cadre d'activité, en fait, et dans mes loisirs, j'ai tendance à faire justement de la recherche, à m'intéresser un petit peu au sujet. Du coup, je cumule un petit peu mon métier et mes loisirs en les réunissant. Ça répond un petit peu à la question prématurément de l'équilibre vie privée, vie pro. Mais du coup, voilà, j'ai essayé de fusionner un petit peu les deux pour, entre guillemets, payer mes loisirs de recherche et développement, de geek, bricoleur, de les passer hacker. sur la société, de les financer par ta Exactement. société. Donc, ça me permet de générer des frais. Excellent. Ça me permet également d'aller chercher le statut jeune entreprise innovante et du coup de ne pas payer d'impôt sur la société la première année, d'avoir un impôt allégé la deuxième année et ensuite éventuellement peut-être du crédit impôt innovation ou du crédit impôt recherche selon justement l'état de mes travaux. Je souligne un point que tu as abordé qui était très intéressant et Richard aussi. Vous avez tous les deux dit que vous décorréliez complètement le TJM en réalité de votre rémunération. Et ça, c'est très important. Moi, souvent, j'ai des freelances qui s'installent, qui me disent « Ah, mon TJM, ça sera tant, etc. » C'est parce que je veux être rémunéré tant. Oui, mais ça n'a rien à voir. Vous pouvez avoir un TJM X et être rémunéré plus ou être rémunéré moins et gérer votre trésorerie ensuite comme vous le souhaitez. Et ce sont deux choses complètement différentes. Voilà. Et aussi, on peut accepter, Richard le disait un petit peu, et toi aussi, je sais que ça a été ton cas, Paul, sur ta première mission, vous êtes partis sur des TJM tous les deux, sur des TJM un petit peu légèrement en dessous du marché, mais ça vous a permis de démarrer rapidement et d'avoir la fameuse première expérience sur le CV de freelance, de vous faire les dents, et ensuite, la rémunération, le TJM, on peut le revoir, et en plus, vous étiez beaucoup plus au fait de la gestion de votre entreprise. Et des fois, on peut faire une mission pour un TJM inférieur. Des fois, une mission, on sait que là-dessus, on va pouvoir passer un TJM bien plus élevé, notamment quand on travaille avec des grands groupes. On va forcément avoir des TJM parfois sur des grands groupes industriels. Si on prend l'aéronautique ou l'automobile, ce sont des secteurs où les TJM sont plus bas que dans d'autres. Et ça peut être intéressant, en tout cas, de l'avoir sur son CV. Il faut décorréler. Le TJM, concrètement, ce n'est pas votre galon, ce n'est pas, ce n'est pas la beauté extérieure que vous dégagez. C'est pour gérer votre trésorerie et c'est à vous de faire les décisions en tant que chef d'entreprise. Merci Paul pour ton témoignage. Est-ce que tu investis dans des cryptos ou des choses comme ça? Question idiote. Quelqu'un investit dans les cryptos? J'ai des freelances qui disent ça sur Internet. Qui font Moi, j'en ai, mais je ne le conseille pas comme investissement. Pour moi, l'investissement comme ça, c'est du jeu. Et le jeu, il faut que ce soit de l'argent qu'on puisse perdre. J'allais rajouter un élément sur le TJM, oui. C'est fixez-le en fonction de vos besoins, certes, mais surtout en fonction de ce que le marché est capable de faire. Donc, en effet, un grand groupe va avoir tendance à tirer les prix vers le bas, mais c'est intéressant de les avoir aussi dans son carnet d'adresses. Et par contre, si vous travaillez dans du domaine bancaire, dans de l'assurance ou du pétrolier ou du pharma, alors là, vous pouvez y aller. Tout à fait. Même si votre TJ, vous l'estimez à 500 € ou 600 €, doublez-le. Ils ont les moyens et pour eux, c'est les tarifs normaux. Oui, c'est tout à fait ça. C'est que le TJM, alors souvent on dit c'est quoi le marché pour mon métier? C'est pas par rapport à un métier le TJM, c'est par rapport à un secteur.
Et tu as tout à fait raison, le secteur, moi j'ai travaillé à un moment donné dans le monde des mutuelles, les TJM ne sont pas du tout les mêmes que dans le monde aéronautique. Mais avoir, j'en sais rien, Airbus ou Renault sur son CV, c'est intéressant aussi pour asseoir votre réputation et pour dire que vous avez travaillé dans des grands groupes. Je vais te passer la parole, Nicolas, c'est un très bon point que tu as soulevé, Paul. Nicolas, toi, TJM, trésorerie, optimisation comptable et fiscale. Sur la partie TGM, enfin, c'est un peu sur le même principe. Je me suis plus fixé sur le prix du marché, entre guillemets. En gros, moi, j'ai 3 marchés différents. La partie assistance technique, la partie formation en sous-traitance, pour des centres de formation, par exemple, ou la partie formation directe. Et en gros, j'ai 3 taux différents et ça va du simple au triple. Donc, je me suis vraiment fié par rapport à ce que les clients sur les différents marchés pouvaient payer. Donc, non. Puis après, moi, la partie rémunération, en fait, je me suis juste imposé je souhaitais juste garder un niveau à peu près équivalent à ce que j'avais avant. Et tout le reste, je m'étais donné comme objectif pour la première année d'avoir minimum 1 an de salaire de côté en cas d'incident, changement de conjoncture, je ne sais quoi. En cas de Covid, en cas de Covid 2019 qui Ouais, affecte le par monde. exemple, hein, on sait jamais. Donc non, j'ai pu dépasser ça, donc je suis content. Et non, puis pour le taux, après, enfin, voilà, j'ai vécu l'expérience aussi. Alors, je m'étais dit quand je m'étais lancé que l'idéal, c'est que j'envoie un devis puis qu'on me le signe dans la foulée. Et la seule fois où ça m'est arrivé, je me suis dit que c'était pas assez cher. Et donc j'ai changé ça après. J'ai évolué après. Mais non, Par contre, après, tu dis que bon, tu as 3 tâtonne un peu au début, TJM hein. du simple au triple, mais tu gardes une activité Ouais. qui, du coup, te rapporte 3 fois moins. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour 2 raisons. La première, c'est que ça me lisse en termes calendaires. C'est-à-dire que quand je fais de la formation, c'est pas toujours évident d'être actif tous les jours, entre guillemets. C'est des formations, c'est des contrats spécifiques de quelques jours, c'est pas des missions longue durée. Donc il faut beaucoup de clients et c'est plus compliqué à organiser. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième volet, c'est le volet légitimité. C'est-à-dire que, enfin, légitimité et veille technologique, c'est-à-dire que je forme à ces métiers-là. Alors, ça va marcher un temps, mais si j'arrête d'en faire, dans 5-10 ans, la légitimité sera peut-être plus là. Un Donc, peu c'est comme moins les grands groupes rémunérateur tout à à court l'heure. terme. Voilà, on C'est ça, accepte de faire une activité qui est moins rémunératrice, mais qui va donner c'est une ça. bonne Ça me crédibilité sur rémunère son le moins, CV. mais bon, voilà, quand les gens voient que j'ai travaillé. Et en deuxième volet aussi, c'est aussi un apport, un futur apport commercial, on va dire un investissement commercial, puisque je commence à faire de la formation dans les entreprises pour qui j'interviens en assistance technique. Ah bah ça, c'est très joli. Je suis ravie de t'entendre dire ça parce que j'entends très rarement parler des freelances qui disent qu'ils investissent. Il y en a qui investissent sur leur formation et là, toi, tu investis, tu fais un investissement aussi sur la partie commerciale et pour l'avenir. C'est très C'est bien. ça, en gros. Donc, je me fais payer moins en disant qu'à terme, ça m'ouvre un marché aussi. Autrement, qui en plus n'est pas trop concurrentiel, puisqu'ils le font parce qu'ils me connaissent moi et que j'ai bossé chez eux. Donc, c'est pas forcément besoin qu'ils ont recherché à l'extérieur. Ok, donc tu as atteint 1 an de trésorerie, 1 an de rémunération. Optimisation comptable, Ouais, un peu plus, fiscale de ouais. tes frais. Tu fais quoi là-dessus? Pas grand-chose. Je suis en auto, donc j'ai pas trop de marge. Le seul truc que je fais, c'est. Ah oui. Alors, je suis soumis à la TVA, là, j'ai passé le premier palier. Donc, je récupère la TVA sur ce que je peux. Il n'y a pas énormément de choses en auto, mais type plein d'essence, tout. J'ai très peu de frais après. Donc, D'accord. c'est voilà, une partie du forfait téléphone. Bon, après, ce qui est pris est pris, hein, c'est ça. Du coup, j'ai pas trop de partie optimisation pour l'instant. Là. Il se passe pas grand-chose. Ça va arriver l'année prochaine, normalement. Oui, ça va arriver avec le URL, tu pourras faire plus de choses. C'est ça. Tu auras plus de liberté. Très bien, C'est bah, ça. très bon sujet. Et ben, c'était la dernière fois, un freelance, c'était David Breton là, qui m'avait dit il y a tout un sujet à faire. On va peut-être faire d'ailleurs un webinaire spécial sous, où on va pouvoir parler sous avec pas mal de freelances pour voir un peu, parce que c'est toujours intéressant de voir ce que vous faites. Et on apprend beaucoup les uns des autres là-dessus. On va aussi faire un webinaire spécial avec comment ça s'appelle? Avec un courtier de chez AXA qui va venir parler prévoyance, mutuelle, protection sociale et aussi investissement, retraite. Voilà, spécifique là-dessus pour les freelances. On aura en tout cas un spécialiste du sujet. Question suivante, s'il te plaît, Maëlys. Je me souviens plus. Oui, bah, voilà. La balance, vie pro, vie perso, âme orchestre. Tout à l'heure, quelqu'un demandait si ça vous prenait beaucoup de temps de faire votre gestion. Bah, on a fait d'ailleurs un webinaire spécifique là-dessus sur l'homme orchestre. C'est-à-dire que vous devez gérer votre commerce, vous devez gérer votre réseau, vous devez gérer votre comptabilité, vous devez gérer votre fiscalité, vous devez préparer vos bilans, vous devez faire aussi votre activité de freelance. Est-ce que vous bossez 35 heures, 5 jours par semaine? C'est la première question. Est-ce que vous bossez 1 jour par semaine? Est-ce que vous êtes à Bali, comme je vois beaucoup sur LinkedIn?
Et aussi, autre question, est-ce que vous arrivez, des fois on me dit, moi je veux être freelance, je veux être à mon compte parce que je veux pouvoir avoir plus de temps libre pour moi, pour aller chercher mes enfants à l'école, pour pouvoir faire mes projets personnels, etc. Bon, moi personnellement, si je prends mon cas, je vous l'ai dit avant, j'ai créé ma société, moi j'ai pas trouvé la case balance vie pro, vie perso, je peux gérer mon temps, je peux prendre des congés comme je le veux sans demander, mais je me retrouve à bosser personnellement le samedi matin, hein. Voilà, et à faire une partie de la comptabilité là. Après, c'est une société de 10 personnes aujourd'hui. Alors, balance vie pro, vie perso. Peut-être Richard, tu veux commencer? Oui, ben, moi, comme je dis toujours, j'essaie toujours d'en faire un minima, un minima chaque jour, entre ce qui est un côté de l'aspect administratif entreprise et Ça l'aspect te prend combien de temps par jour? 1 heure. En fait, 1 heure, c'est de m'assurer que en fait, tout mon système de comptabilité ou toutes les informations associées, les préparations d'anticipation de toutes les factures, toutes les activités nécessaires pour le client, pour le rapport, soient actualisées de façon à ce que ça aille très rapidement. C'est-à-dire que je n'attends pas l'échéance de fin de mois ou je n'attends pas l'échéance du week-end en disant bon, j'ai rien fait toute la semaine. Bon, alors maintenant, il existe des outils de plus en plus, on va dire, digital. Pour pouvoir Les outils qui numériser permettent d'automatiser voilà, le rapprochement voilà. bancaire entre Ceci le dit, ce pas des outils ticket et la magiques, dépense. ils font pas tout. Non. Ils font pas tout. Ça reste des outils factuels qui montrent des situations, point. Moi, donc je fais à peu près ça 1 heure par jour. Le prévisionnel, comme on dit, toujours pareil, c'est prévoir le coup d'après, c'est ça qui est intéressant et est important. C'est où est-ce que je vais dans un mois, dans 2 mois. Donc c'est suivi. Bon, moi j'ai fait des petits outils de développement pour préparer parce que les outils comptables ne m'ont pas permis d'avoir le prévisionnel sur le moyen terme. On a sur l'instant T, mais on n'a pas de prévisionnel. Voilà, c'est un peu ce que j'ai demandé à mon comptable, c'est de dire quand est-ce qu'on met en place des systèmes de prévision à 2 mois, 3 mois. J'ai un outil, moi, que j'ai essayé, Voilà. dont je peux peut-être vous parler. Moi, j'ai essayé Rocket Chart. C'est un peu comme Agicap, mais c'est 40 fois moins cher, voire 100 fois moins cher que Agicap. Et c'est un outil qui permet de faire son prévisionnel de trésorerie et qui également fait le rapprochement, va lire votre compte en banque et vous allez pouvoir mettre ce qui va se passer les prochains mois et voir un petit peu avec une jauge, OK, j'ai provisionné tant sur la partie commerciale ce mois-là et où est-ce que j'en suis de cette dépense-là. Voilà. C'est intéressant. C'est un peu ce workflow. Bon, moi, j'ai fait sur du VBA Excel, donc je me suis créé mes systèmes et mes requêtes, donc ça marche, et perso, voilà. Donc, ça, on va dire, c'est le quotidien de l'entreprise autour. Je prends beaucoup de temps perso. Je me force pour une raison très simple, parce que, comme on dit toujours, la bonne humeur en tant que freelancing, je dirais, cet épanouissement qu'on peut provoquer quand on rentre dans une entreprise parce qu'on a moins de pression en tant que CDI et autres, elle est aussi le reflet de ce que l'on est personnellement. C'est cet aspect-là. Donc moi, je prends beaucoup de temps, je joue au golf, donc je me fais plaisir. Tu le sais, Anouk, on a déjà parlé, j'ai une session qui va se mettre en place bientôt. J'essaie de passer du temps aussi à préparer à faire des repas, parce que j'aime ça, et de passer du temps avec mes proches, mais je prends... Donc au final, en tant que freelance, tu trouves que ta vie, la balance vie pro, vie perso, elle est meilleure que quand tu étais salarié? Ah bah oui, parce qu'en tant que responsable dirigeant, je me retrouvais à travailler de 7h du matin jusqu'à 19h et le week-end avec des déplacements toutes les 4 semaines, pendant 2 semaines à l'international. Donc, je veux dire, là-dessus, c'est du bénéfice. Voilà. Après, le fait d'être son propre, je dirais, responsable et entreprise, on a des obligations légales, on a des obligations à gérer. Et c'est là-dessus où il faut être vigilant et pas se laisser déborder. Et voilà, moi, je me donne cette règle, voilà, d'une demi-heure, un quart d'heure, 2 heures d'une heure tous les 2 jours, voilà. Mais je ne me laisse pas dépasser, j'évite. Bravo. Parce que ça me donne du temps. Ça me donne du temps à moi. Je profite après. Et voilà. Bravo. Alors, moi, à ma maison, dans ma maison, il y a 2 chefs d'entreprise. Comment dire, ouais. Enfin, mon mari, je crois qu'il est censé pas travailler le lundi, il travaille. Moi, je suis censée pas travailler le samedi, je travaille. On fait comme on peut, je crois. Mais au moins, on se comprend. Mais on s'engueule, hein. On se critique et on s'engueule en disant ouais, tu prends pas assez de temps pour toi, etc. Tu bosses trop. Je t'interromps parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Paul, Oui. Paul, comment toi tu gères cette balance? Eh bien, je gère plutôt bien aussi. Le conseil que je donnerais, c'est de... Il n'y a que moi qui gère mal, quoi. Le conseil que je donnerais, c'est de connaître ses capacités au niveau professionnel et d'écouter aussi ses besoins personnels. Après, moi, c'est vrai que, comme je disais, j'essaye de concilier un petit peu mes loisirs qui se rapprochent du pro avec le pro. Donc, j'oriente le pro pour se rapprocher de mes loisirs. Pour autant, voilà, je me garde du temps pour les vacances, du temps pour la vie de famille, pour me reposer. Et après, j'ai une grosse chance aussi, c'est que j'arrive à être très efficace dans mon activité professionnelle.
Du coup, ce qui pourrait prendre une journée à une personne, je peux le concentrer en 3 heures si je m'y mets vraiment. La D'accord. difficulté pour moi, c'est plus de m'y mettre, justement, surtout si c'est des tâches un petit peu ingrates. Et ça fait aussi partie de comment est-ce qu'on fixe son TJ. Moi, ce que je dis souvent, c'est si vous acceptez une mission qui est un petit peu ingrate, faites-le pour les bonnes raisons et du coup, vous mettez un TJ élevé. Comme ça, le client va dire bah non, vous êtes trop cher. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'était ingrat, ça m'intéressait pas plus que ça. Et si le client vous dit oui, bah ok, je sais pourquoi je le fais, je vais gagner beaucoup d'argent sur ce coup. Je m'y mets, j'arrache le pansement et puis c'est fini. Ça va au moins un petit peu te motiver pour t'y mettre. Tu te mets dans une sorte d'état de flow, c'est ça, pour faire du deep work pendant quelques heures. C'est ça ta façon de travailler. C'est ça. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaye d'organiser mon activité. Donc, je vais passer plus de temps à gérer, à préparer le travail en gestion, en me disant j'ai ça à faire, ça à faire, ça à faire, ça à faire. Et ensuite, quand je vois que ok, le travail s'accumule un petit peu trop, là, je vais m'y mettre réellement et je vais l'attaquer. Et là, je sais que je vais débiter, envoyer du bois, comme on dit, et avoir des résultats qui sont bons et rapidement. Du coup, ta conclusion, la balance vie pro, vie perso, elle est meilleure qu'avant, maintenant que tu es freelance? Pour moi, elle est bien meilleure qu'avant parce que justement, je n'ai pas cette épée de Damoclès d'être présent au bureau pour être présent. Et oui, il y a des gens dans le bureau, je suis obligée de venir. Voilà. Moi, c'est vrai que je démarre mon activité un peu quand je veux, je la finis un peu quand je veux, et ils savent que parfois, je vais travailler de 23h à minuit, d'autres fois, jamais tôt le matin parce que ce n'est pas mon rythme. Mais voilà, ils le savent, ils savent que voilà, entre midi et 2, des fois, je vais faire plus de travail entre midi et 2 que dans tout le reste de la journée. Okay. L'essentiel, c'est que le client doit voir le travail qui avance, on doit bien communiquer sur le travail qui est fait, et ça nous permet justement de se libérer et de travailler au rythme qui nous convient, tout simplement. Okay. Et toi, Nicolas, la balance vie pro, vie perso, comment tu la gères? Maintenant, ça va. Au début, pas top. Parce que j'ai entamé mon cycle avec une grosse activité de formation, et qui dit formation dit support de formation. Ah ouais. Et donc, il a fallu charbonner, quoi. Donc, au début, en gros, j'ai pris beaucoup de formations. La double dose de Ouais, travail. c'est ça. Donc, coucher tard, lever tôt, mais avec les enfants, etc. Donc, pas évident. Là, j'arrive sur des cycles un peu année scolaire. Donc là, j'arrive un peu, je vois le jour, ça va. Ça commence à être bon et ça sera réutilisable les années d'après. Enfin, ou modifiable, mais ça prendra beaucoup moins de temps, tout du moins à faire vivre qu'à créer. Et non, ça va. Après, je me suis imposé, enfin, depuis le début de l'année, là, avant, j'ai pas eu le temps de le faire. Mais je me suis imposé des trucs type, je fais du sport 3 fois la semaine, alors j'ai pas le temps de faire avec la vie de famille, donc j'y vais le midi. Enfin voilà, il y a un soir par semaine, genre tous les jeudis soirs, je sais qu'on va sortir avec madame et je travaillerai pas ce soir-là, c'est sûr. Enfin, plus des jalons comme ça, quoi. On essaye. Félicitations. Et non, sinon, en soi, après, en termes de volume, je travaille plus que quand j'étais salarié, en nombre d'heures. D'accord. Par contre, le temps où je travaille pas est beaucoup plus qualitatif. C'est-à-dire que en termes de bien-être global, je sais pas si c'est le terme. Oui. Mais dans l'idée, c'est ça. Donc, je travaille plus qu'avant, mais le temps où je travaille pas et le temps où je travaille sont beaucoup plus qualitatifs dans les deux cas. Donc, ça a augmenté, on va dire. L'année prochaine scolaire, tu penses que ça sera encore mieux parce que du coup, les supports de formation seront faits? En fait, tout va être fait. Et le problème que j'avais en termes de gestion, j'étais en assistance technique, par exemple, pendant 15 jours, et le lundi, il faut que je sois à Lorient. Alors, moi, je suis de Normandie. Il faut que j'aille en Bretagne ou dans le sud de la France. Je vais faire la route, le lendemain matin, j'assure la formation, donc il fallait en gros finir le support, mais à 1h ou 2h du matin, ça commence à être plus dur, donc se réveiller à 5h pour finir pour le cours de 8h. Enfin, bon. C'était des rythmes un peu intenses, mais une fois que c'est fait, maintenant ça va. Donc bon, c'était un mal pour un bien. D'accord. Donc maintenant, non, ça roule. Ok. Le temps que se prend ta comptabilité en auto-entreprise? Très peu de temps. J'ai madame qui m'aide déjà, donc ça m'aide, parce que c'est un exercice dans lequel je suis extrêmement mauvais. Alors, ça fait partie des tâches ingrates dont on parlait tout à l'heure, et j'ai vraiment du mal à m'y mettre, et tant que j'ai pas le coup près, c'est compliqué de m'y atteler, quoi. Donc ça marche. Je me suis aidé d'un truc qui s'appelle Need.me en ligne, où en gros c'est un assistant pour tout ce qui est devis, facturation. Donc ça, je le saisis, je m'en sers très bien. Je le fais régulièrement et ça me génère après toutes mes déclarations URSSAF, TVA, etc. Donc pour les gens dont c'est pas le truc, c'est quand même assez facilitateur. Moi, je connais Abi et Indy. Et toi, tu connais? Tu as parlé d'eux? J'ai oublié le nom. Je connais Indy et Abi. Need.me. Need.me. Needme.
D'accord, Need, Ok, besoin en je anglais. note. Ouais. Je Et, note pour les 3. c'est plutôt, enfin, moi, ça m'aide bien en tout cas. Et ça me génère mes devis, mes factures, mes déclarations de TVA, mes déclarations de chiffre d'affaires. Je me suis automatiquement mis des rappels en début de mois pour faire mes déclarations de M-1 d'URSSAF. Bon, je me suis surtout cadré sur toute la partie obligatoire, on va dire. Après, pour la partie suivi comptable journalier, pas toujours très à jour, quoi. Ça marche par vague, on va dire. Un coup, j'ai 2 mois de retard, un coup, je suis à jour, un coup, j'ai 2 mois de retard, et un coup, je suis à jour. Mais je vais pas pouvoir faire ça très longtemps en passant en société. Donc là, j'ai vu plusieurs experts comptables. Je suis en train de choisir lequel je vais travailler pour faire quelque chose d'un peu plus carré, quoi. Moi, j'ai choisi un expert comptable qui propose l'outil Time, qui permet de faire le rapprochement bancaire. Ça fait les devis, la facturation. Ça permet aussi de Ouais, j'ai mettre vu tous les ça, ouais. documents et de ne pas avoir de papier. Alors moi, quand j'étais juste à mon compte, ça me prenait moins de 5 minutes par jour, hein, ma comptabilité. Aujourd'hui, Ouais. il y a 10 salariés. De manière 5 minutes par jour, pareil. Ça me prend 5-10 minutes par jour. Après, il y a les 2-3 étapes. C'est tout ce qui est préparer les payes et préparer la facturation de fin de mois, parce que quand même, on a des volumes assez importants. Ça me prend plus de temps, mais j'ai automatisé beaucoup de choses, hein. Ingénieur un jour, ingénieur toujours. Donc, j'ai utilisé Airtable pour faire ma pré-compta et j'ai automatisé des choses, notamment l'envoi des factures, etc. Merci pour tout ça. On arrive à la dernière question. On est presque à 1 heure, mais il y a plein de choses à faire. Ça me donne plein d'autres idées de webinaires, hein. Franchement, je suis ravie de vos inputs. Des conseils à donner, des erreurs à ne pas faire. Qu'est-ce que vous diriez à la personne que vous avez été, qui s'est lancée maintenant que vous avez le recul? Quelles sont les boulettes que vous avez faites? Quels conseils vous donneriez? Je vais vous en passer du coup un par un pour donner un conseil. Je sais pas Nicolas, si je voilà. peux. Vas-y. Je suis en cours après, justement. Il y a même peut-être mes élèves qui sont en train de regarder, je crois. Sinon, ils vont m'engueuler. J'aurais dit que je reviendrai à 14h. Donc. Non, les deux trucs. En soi, il y a plein d'erreurs que j'ai faites, mais que je regrette pas, puis qui m'ont aidé à progresser. Donc, je pense pas que ça soit l'idéal de faire aucune erreur. Dans l'idée, les deux trucs où moi je me suis un peu planté, c'était démarrer mon activité au mois de mai. Parce que jour férié plus administration, j'avais du boulot que j'ai pas pu faire et j'ai perdu 1 mois d'activité. D'accord. Donc clairement, c'était pas le bon plan, quoi. Je me suis retrouvé tout début mai avec tous les fériés, tous les ponts. Ça paraît un peu con, mais ça m'a vraiment fait chier, quoi. Et le deuxième point qui s'est retrouvé un peu au même endroit, c'est que j'avais pas du tout anticipé les délais légaux de paiement. C'est-à-dire que dans ma tête, j'allais bosser, je sais pas, au mois de mai, par exemple, quand je me suis lancé, et au mois de juin, j'allais avoir mes sous, c'était génial. Sauf qu'au mois de mai, j'ai eu mes soucis avec les jours fériés et les ponts, donc j'ai commencé à bosser en juin, et 45 jours fin de mois, j'ai bossé en août, quoi. Je me suis fait payer en août. Donc j'avais plus rien de côté, quoi. Donc c'était surtout ce côté-là. Le reste, après, bon, ça s'évolue, et puis ça se travaille un peu en amont, mais dans les trucs que j'ai pas vu venir, c'était surtout ces deux choses-là. Voilà. Alors nous, quand les gens s'installent freelance, c'est quelque chose qu'on dit, hein, qu'on dit clairement. À la fin du mois, tu nous fais ta facture. Alors nous on avance la trésorerie, c'est-à-dire les clients, effectivement, ils payent à 45 jours fin de mois ou 60 jours net, hein, tout court. Et nous, en tant qu'intermédiaire, on avance la trésorerie parce qu'on en a la capacité. Nous payons normalement à 30 jours. 30 jours net. Et pour les freelances qui s'installent, s'ils en ont besoin, nous pouvons payer beaucoup plus vite. Ça s'appelle un escompte. Donc, normalement, il y a un escompte. Alors, nous, on le fait à titre de geste commercial, mais vous pouvez avoir un escompte, c'est-à-dire qu'on vous paye 2% de moins, mais par contre, on peut vous payer beaucoup plus rapidement. Certaines sociétés, certaines plateformes également proposent ça, mais c'est important d'en tenir compte. Effectivement, moi, je leur dis, à la fin du mois, tu envoies ta facture, tu es payé 30 jours après. Donc, ça veut dire que tu as commencé à travailler, par exemple, le 1er mai, tu ne touches pas de l'argent que le 30 juin. Voilà. Et si le client il est réglo, et si le client il n'est pas réglo, tu vas le toucher bêta ou schnock, hein. Non, voilà, parce qu'ils n'ont pas encore bien saisi votre compte fournisseur. Là, j'ai un client, il est en retard, c'est pas de la mauvaise volonté, hein, c'est qu'ils n'ont pas fini de saisir notre compte fournisseur, de faire des trucs et des machins. Total, ils ont 30 jours de retard sur un truc à 60 jours déjà. Bref, mais ils vont payer. Dernier conseil, Paul, peut-être. Est-ce que vous m'en voulez pas? Je suis désolé si je vous abandonne. Tu peux nous quitter, bien sûr, Je suis Nicolas. désolé. Tu peux nous quitter. Au revoir, Bon Nicolas. cours. Bon Bon cours, le bonjour à tes Merci élèves. beaucoup à vous. Merci infiniment. Merci. À bientôt. On te À bientôt, au revoir. réinvitera. Au revoir. Avec plaisir. Au revoir. Pour moi, le conseil principal, c'est de bien se connaître, dans le sens où connaître ses capacités, connaître aussi le marché. Voilà, faut vraiment être conscient de tout ça, de ses capacités, du temps, et du coup s'organiser pour ne pas se retrouver justement dans une situation qui pourrait être gênante. Donc soit en amoncelant du travail pendant des mois et des mois, typiquement administratif. Voilà, faut le faire au fil de l'eau. Pour ça, il faut se connaître. Il faut du coup mettre en place une organisation qui permette de répondre à cette problématique.
Et une fois que ça y est, si vous connaissez, la solution sera forcément bonne. Et du coup, ça va marcher. Et après, il n'y a pas de frein. Oui, si vous avez une phobie administrative, entourez-vous de votre épouse, votre beau-père, votre belle-sœur, ou de rappels, ou mettez-vous des choses en place. Moi, j'ai une phobie administrative, mais elle est liée au papier. Le papier, je supporte pas ça, je ne sais pas le gérer, ça me prend trop de temps. Rien que l'idée de scanner un document, je me dis, je vais perdre 1 heure. Alors que ce n'est pas vrai dans les faits, mais ça me freine. Alors du coup, les assistances qu'on a aujourd'hui, les outils en ligne, ça me sauve la vie. Le fait qu'on puisse faire sa compta en démat, du coup, je la fais. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive, bim, voilà, la facture, elle est là, le truc, il est là, la pièce jointe, elle est là, tout est là. Choisissez bien votre comptable, hein, parce que moi, je vois l'entreprise de mon mari, son comptable, c'est tous les mois, il emmène la pile de documents et de justificatifs avec le petit machin de carte bleue accroché avec l'agrafeuse, tout papier. Voilà, là, je serais revenu dans une ESN et je toucherais beaucoup moins d'argent que maintenant. Richard, un dernier conseil? Moi, je rejoins un peu ce que tout le monde dit, c'est-à-dire pour se lancer et pour aller dans ce genre de projet, déjà, il faut savoir où on veut aller. Il faut savoir exactement ce qu'on attend. Il faut être humble, tout simplement, parce qu'on voit souvent, et moi j'en côtoie, il y a des gens qui s'imaginent que c'est l'Eldorado, que c'est facile, il y a qu'à, il suffit de pousser les meubles et que ça y est, un ordinateur, un bureau, un statut, une société, puis c'est... Non, je crois que c'est important, c'est de voir un projet pour soi, pour son environnement, parce que le projet, comme tu dis, nous, il impacte aussi sa famille par des tas de choses. Hein. J'ai toujours une image que je répète et que je redis souvent, hein, c'est un peu mon conclusion. Moi, pendant 37 ans, j'étais dans un bus et j'avais un chauffeur qui me dirigeait le bus. C'était mon PDG, c'était mon actionnaire principal. Aujourd'hui, c'est moi le chauffeur de bus. Donc, si je veux prendre la route à droite, je la prends à droite. Si je veux prendre la route à gauche, je la prends à gauche. Si je me perds et mon GPS, il n'a plus de batterie, c'est mon problème. Et si dans mon bus, en plus, j'ai ma famille, ça va être le problème en plus de ma famille. Donc, je crois que c'est important, c'est ça, c'est de se dire, avant de se lancer, il faut être sûr de ce qu'on veut et où est-ce qu'on veut aller, et de ce qu'on est, et être humble de ses capacités, de ses qualités, de ses forces, de ses faiblesses. Ça demande beaucoup d'humilité. Et une fois qu'on a tout ça sur le papier, et c'est ce que dit Paul très judicieusement, quand on a aligné tous ces éléments-là, les points forts, les points faibles, l'orientation, les grandes directives, alors ça va être une simplicité et c'est une facilité parce qu'on est capable de répondre à un TJM qui peut être bas ou qui peut être haut, qui peut être, comme dit Paul, très haut parce qu'on n'a pas envie de le faire, mais peu importe. Les choses, par mécanisme, se mettent toutes seules. Et c'est vraiment très facile. Après, l'erreur que j'ai commise, et ça c'est un peu une erreur de jeunesse, c'est pas parce qu'on utilise un professionnel, déléguer ne veut pas dire ne pas contrôler. Oui, le comptable, il faut vraiment se dire qu'il va répondre à toutes vos questions. Mais si vous ne lui posez pas la question, il ne pensera pas que vous ne savez pas. Voilà, moi je l'ai vu, j'ai quelques petits sujets, quelques petits soucis avec le comptable. Je n'ai pas de soucis avec, je suis très content. Mais il a créé des effets de bord, il a créé des erreurs, et ça, lui, il n'est pas dans votre tête. Et ce n'est pas parce qu'il va vous orienter ou vous conseiller que ça répondra à vos exigences. Donc, attention à s'imaginer que parce que j'ai quelqu'un à côté qui fait que, non, lui, il a son intérêt, il a son métier, il a sa façon de, mais ça ne veut pas pour autant qu'il faut se l'oublier. Oui. Et il faut vraiment s'assurer que c'est en ligne. Voilà. C'est un peu la seule erreur potentielle. Le seul apprentissage, je dirais, ce n'est pas une erreur, c'est l'apprentissage par rapport à ça. Et ça s'applique au comptable, ça s'applique à celui qui va vous faire la RC Pro, ça s'applique à celui qui va vous être votre banquier, ça s'applique à toutes ces personnes autour, bienveillantes ou pas, peu importe, mais qui vont vous apporter des choses, des solutions ou des réponses, et qui potentiellement, sur le moyen terme, vont pas vous convenir ou vous amener dans une situation qui ne sera pas la bonne. Oui, c'est vrai qu'on est chef d'entreprise, on est censé savoir beaucoup de choses et on ne sait pas forcément tout. Et il faut poser beaucoup de questions. Ce que je trouve dans ce que tu me dis, et même un peu ce que dit Paul, c'est qu'il ne faut pas être opportuniste non plus. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'installent freelance en se disant « je vais gagner plein d'argent ». Mais s'ils ne sont absolument pas doués pour aller gérer, s'ils sont très dépensiers, s'ils ne sont pas rigoureux sur leur comptabilité, déjà, ils peuvent avoir un beau redressement, s'ils ne se connaissent pas et si aussi, ils n'ont pas de projet derrière. Et il faut être freelance pour des bonnes raisons. C'est ce que vous dites tous les deux. Oui, exactement. Oui, on est VRP, on est comptable, on est technique. On est couteau suisse. Donc, il faut être conscient qu'il faut toutes ces capacités-là pour le faire. Après, couteau suisse, oui, dans après, le bon sens du terme. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup confiance dans leurs capacités.
ces gens-là, je ne veux pas qu'ils se disent « Ah oui, mais non, je ne me connais pas assez, machin ». Non, il ne faut pas que ce soit un frein. Si vous savez que vous êtes justement dans ce type-là, et j'en suis, hein, j'ai tardé un petit peu à me lancer pour ces raisons, mais il faut aussi savoir s'entourer, écouter les autres. Et moi, ce qui m'a fait réaliser, c'est quand j'ai vu mes managers qui se battaient presque littéralement pour avoir mon profil dans leur portefeuille et pour aller le présenter à leurs clients. Et je me suis dit, voilà, si eux se battent, tu avais de la valeur. Voilà, ça veut dire que moi, j'aurais pas de mal à me vendre moi-même. Et donc, ma valeur, elle est reconnue. Et voilà. Et ça a été le frein libérateur qui m'a permis de me lancer. Mais il faut être à l'écoute de ces signaux-là. Ouais, alors je vais faire mon témoignage à moi là-dessus, qui est que moi j'hésite à me lancer. Alors moi j'ai le côté très ingénieur, je suis ingénieur aussi comme vous de formation, hein. Je suis dans le recrutement, mais je suis tombée là-dedans par hasard. Et avant de me lancer, je dis à mon mari, mais non, mais j'ai jamais géré de société, j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai pas fait de MBA, je sais pas quoi pour aller gérer une entreprise. J'ai dit, je vais pas savoir faire. Et là, il m'a dit, et moi? Alors lui, il a le bac, hein. J'ai dit, OK, ouais, c'est vrai. Il me dit, tu as le comptable qui est là pour t'entourer. Si tu sais pas, tu poses des questions, tu demandes à d'autres personnes. Il s'est entouré aussi lui, c'était son père, hein, qui avait créé sa propre entreprise plusieurs années avant et à qui il pouvait aussi demander, poser des questions et qui allait pouvoir le conseiller et l'accompagner avec son retour d'expérience. Et il m'a poussé et il a bien fait. J'avais besoin d'un petit coup de pied au cul là pour me rassurer d'y aller. Après, j'avoue que Pôle emploi, quand même, c'est très rassurant. On se dit quand même qu'on aura un minimum. Alors, en plus, maintenant, il y a la dégressivité, hein, qui s'applique pour la plupart des cadres. Mais quand même, on a un minimum et ça permet de sécuriser le projet, en tout cas d'un point de vue financier. Je voudrais revenir sur Pôle emploi et enlever quelques stéréotypes. Ils ont des très bons conseillers et ils accompagnent énormément. Moi, j'étais assez surpris par le niveau et l'expertise. Moi, aujourd'hui, j'ai un référent Pôle emploi sur les seniors qui créent leur entreprise qui m'accompagne. Moi, je suis de la Gers. Et il a une maîtrise et un accompagnement très pertinent et très agréable. Et moi, j'échange beaucoup avec lui, même si ce n'est pas juste pour parler d'allocations ou autres diverses et variées. Et effectivement, démystifier que le Pôle emploi, c'est OK, c'est pas que juste un gardien de savoir on paye pas, ou on regarde ou on regarde pas. Ils accompagnent énormément dans des cadres et on peut faire moi, j'ai fait une formation au travers de Pôle emploi sur effectivement, comme dit Paul, on a plein de doutes au départ, tout le monde en a, et heureusement qu'on en a, sinon on serait hautain. Et je lui avais posé ce genre de problématique et il m'a trouvé une formation en 3 jours, pendant 2 jours sur se lancer en tant que freelancing, en tant que créateur d'entreprise, avec des gens. Et c'est vraiment, voilà, ils sont vraiment à l'écoute. Il ne faut pas avoir peur, quelque part, si on est dans le cadre de Pôle emploi, il ne faut pas cacher, au contraire, mettre le dossier sur la table et leur expliquer ce qu'on a. Ils sont très, très, très positifs à accompagner, effectivement, et à la réalisation du succès. Et moi, j'étais très, 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 très agréablement surpris par leur niveau et l'accompagnement qui est très fort. Bon, après, Paul a eu une mauvaise expérience, mais toi, tu en as eu une bonne. J'ai une petite erreur. Oui. C'était une petite erreur. Il y a un webinaire que j'ai fait c'était la semaine dernière. Le webinaire de la semaine dernière, c'était créer sa société, c'est pas si compliqué. Là, je donne les différentes étapes pour la création. Et il y en a une, c'est effectivement, on se forme. Alors après, chaque fois, j'ai pris mon propre témoignage. Hein. Et c'est vrai, gratuitement, je suis allée à des formations, pas gratuitement, mais financées par Pôle emploi, la région, etc. Et ça m'a beaucoup rassurée sur la création de société, sur sa gestion, sur le fait… je suis allée à une formation, à un moment donné, ils m'ont dit, mais madame, vous avez tout ce qu'il faut, allez-y. Il y a des gens, ils ont 10 fois moins d'éléments déjà sur la table et ils y vont et ils réussissent. Donc, ça m'a conforté et ça m'a permis de passer le petit dernier mile. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation. Ça me donne plein d'autres idées de webinaires. Ça sera en replay cet après-midi. Vous pourrez le partager. Et on va faire d'autres sujets. Je pense que des fois, une seule question qu'on a traitée aujourd'hui peut faire un webinaire complet avec peut-être plus de freelance. N'hésitez pas à en parler autour de vous. On va essayer de faire des sujets, notamment autour de la gestion de l'argent. C'est un sujet qui revient souvent et sur lequel les freelances, je trouve, ont quand même assez peu d'informations. Merci beaucoup. Merci pour votre temps. Je vais présenter les derniers webinaires qui arrivent. Allez. Donc, la semaine prochaine, on a Camille Jonot du cabinet comptable Number qui va venir parler des frais qu'on peut passer sur sa société. On va prendre l'exemple, un petit peu comme vous, hein, on va prendre l'exemple d'un senior freelance dans des métiers techniques, ingénieur freelance. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler de gens qui sont, par exemple, coach en bien-être. Hein. On va vraiment se focaliser sur ce type de métier.
La semaine après, on aura 2 manières inédites de créer une start-up avec Boudu qui vient chercher des associés cofondateurs de start-up. On va parler un petit peu de l'univers de la start-up. En avril, on a un invité qui vient, Florian Charpentier, qui a créé la Micro by Flow, un site web qui permet d'accompagner les gens qui créent leur micro-entreprise. Il y a tous les conseils. Si vous voulez faire votre déclaration CFE, étape par étape, image par image, il a tout décodé. Il nous fait le plaisir de venir pour au moins 1 heure de webinaire. On est très contents. C'est un influenceur de LinkedIn qui sera là. Le 21 avril, sujet complètement différent, c'est Lionel de notre cabinet qui va venir parler de la carrière en cybersécurité. Tu vois, un sujet que tu connais bien, Paul. Il va parler de pourquoi envisager une carrière en cybersécurité, aussi bien quand on est ingénieur junior, on peut être ingénieur en mécanique et aller dans la cybersécurité. On peut être un ingénieur en IT et ne pas avoir de cybersécurité et s'y orienter. Donc, on va parler un peu des prérequis. En tout cas, il y a un tel besoin dans ce domaine-là. Vous pouvez peut-être vous former et prendre ce virage. 28 avril, on a également une autre invitée qui est une développeuse d'entreprise qui a beaucoup de seniorité et d'expérience, qui va venir parler de savoir dire non, le secret des solopreneurs pour réussir. Et c'est un peu comme ce que tu disais, Paul, des fois on fixe un TJM un peu élevé, c'est ta façon à toi de dire non. Exactement. Voilà. Et plein d'autres sujets. Je disais aussi qu'on en a un qui va arriver avec un courtier qui va venir parler de protection sociale, retraite, prévoyance, mutuelle, parce qu'il faut aussi vous préserver et penser à vous. Je vous remercie à tous. Je vous dis à bientôt. Dernière slide simplement. Il y aura mes coordonnées. On n'est pas là pour faire notre pub, mais quand même, vous avez le LinkedIn de Nicolas, le LinkedIn de Paul, le LinkedIn de Richard, que vous pouvez contacter pour dialoguer avec eux. Et vous avez le mien. Alors nous, on est Réseau.tech. On a un cabinet de recrutement, une agence de freelancing. Nous sommes spécialisés système embarqué cybersécurité. Nous avons principalement des missions autour du bassin toulousain et c'est la société Réseau.tech. Voilà, je vous dis à bientôt. À la semaine prochaine. À bientôt à tous. Au Merci revoir. Anouk, au revoir. Merci pour tous vos conseils, votre retour d'expérience. À bientôt.